Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Demain, Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine, le président russe, au sujet de la crise ukrainienne. Qu'est-ce qu'il doit lui dire? Si j'étais Emmanuel Macron, je dirais à Vladimir Poutine, je vais rompre avec ces dernières décennies d'une France et d'une Europe devenues les vassales des États-Unis. Je vais retrouver le chemin d'une France et d'une Europe de contrepoids dans l'affiliation du général de Gaulle. C'est-à-dire que, bien sûr que les Américains sont nos alliés, mais les Russes sont nos amis. Et donc, par exemple... Amis, c'est au-dessus d'alliés ou c'est en dessous? Non, si vous voulez, moi je suis avec Éric Zemmour, et il l'a très bien expliqué, sur le plan international et géopolitique, profondément gaulliste. La France est une puissance de contrepoids et d'équilibre. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué, entre autres ma génération, je pense que vous aussi, quand on a été fiers, partions d'être français aux yeux du monde. C'était 2003, le discours Chirac-Villepin. Le non à la guerre en Irak. Le non à la guerre en Irak. C'est-à-dire la France capable d'être la porte-parole des nations libres et de porter un contrepoids par rapport à l'hégémonie américaine. C'est tout à fait la même. Aujourd'hui, ceux qui amassent des troupes dans la région, 100 000 hommes, sont les Russes. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils refusent que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas eu d'invasion du Koweït comme à l'époque. Non, mais j'ai absolument pas comparé les deux situations. Je dis de la vision géopolitique et internationale que je porte. Vous savez, au-delà de la réponse concrète que je vais vous apporter, la vision, ça compte. Ce qu'on incarne, Éric Zemmour, c'est de refaire de la France une puissance indépendante, souveraine. Nous n'avons pas de suzerain. Nous ne sommes pas les vassaux de qui que ce soit. Et Vladimir Poutine reproche à l'Europe, à juste titre, d'être trop soumise régulièrement aux Américains. Il faudrait, par exemple, qu'Emmanuel Macron ait le courage, l'audace, en tant que président de l'Union européenne pour les 5 mois qui nous restent, par exemple, de lever les sanctions et l'embargo. Sanctions qui ont été décidées, là, et pardon, il faut le rappeler, un tout petit peu, depuis que la Russie occupe la Crimée. Ça veut dire que si vous levez les... C'est un peu plus subtil que ça. Vous savez, il y avait, sur les produits agricoles, c'était antérieur. On lève toutes les sanctions contre la Russie aujourd'hui. Je pense qu'Emmanuel Macron serait bien avisé de dire à Vladimir Poutine, pour choisir le chemin de la désescalade, voilà, on a besoin d'un continent apaisé. La paix, c'est fondamental. Et pour cela, l'Europe et la France ne regardent pas avec mépris ou agressivité la Russie. Il faut recréer un bloc d'équilibre. Ce que disent les Russes... Attendez, Vladimir Poutine, vous savez pourquoi il le dit? C'est pas le premier. Boris Yeltsin lui-même le disait il y a quelques décennies. Il n'accepte pas que certaines nations européennes soient soumises à l'OTAN. Le jour où la France retrouvera son indépendance, y compris vis-à-vis de l'OTAN, je pense que nous pourrons être un partenaire équilibré, exigeant. L'idée n'est pas d'être plus soumis à Moscou qu'à New York. C'est que la France et l'Europe retrouvent leur indépendance. Donc quand Emmanuel Macron dit s'il devait y avoir une agression par la Russie, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Vous dites non, il ne faudra pas riposter, c'est ça? Non, mais j'ai pas du tout dit ça. Je dis qu'il faut tout faire. Je dis qu'il faut tout faire pour éviter évidemment un conflit, et que la France a toujours privilégié à juste titre, c'était ce que disait le général de Gaulle, la diplomatie à la guerre. C'est ça la vocation universelle de la France. Il y a eu des discussions jusqu'à présent. Oui. Elles ont été extrêmement faibles. Et vous avez vu que Vladimir Poutine, le nœud du problème, c'est qu'il refuse de discuter avec les Français et les Européens en disant que puisque vous êtes... Il y a une interview passionnante d'ailleurs dans les colonnes du Parisien ce matin d'une spécialiste de la Russie qui dit Poutine ne veut pas parler avec les Européens parce que les Européens sont soumis aux Américains. Donc que la France et l'Europe retrouvent leur indépendance vis-à-vis des Américains, et redeviennent, puisqu'il y a plusieurs blocs, entre les Américains, les Russes et les Chinois, cette puissance d'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant, ça ne veut pas dire qu'on peut tout autoriser et tout permettre. Vous dites qu'il faut lever les sanctions, ça veut dire qu'on accepte aussi la loi du plus fort? Non, ça veut dire que c'est une contrepartie. C'est de dire à Vladimir Poutine, voilà, puisque nous sommes dans une logique diplomatique, de respect mutuel, si vous faites un effort à l'égard de l'Ukraine, puisque c'est l'urgence du moment, la France et l'Europe seront prêtes à envisager une levée des sanctions. Par exemple, c'est ça la diplomatie. Si demain matin la Russie attaque l'Ukraine et y met ses troupes, quelle doit être la réaction de la France? On fait pas moi je suis pas Madame Irma, on fait pas de la politique avec des Est-ce que la France doit armer l'Ukraine, par exemple? Est-ce qu'elle doit prendre part à ce conflit indirectement? Moi je crois profondément au règlement pacifique et diplomatique de ce type de conflit. C'est la vocation profonde de la France. Et toutes les voies diplomatiques
doivent être explorées. D'ailleurs, je pense qu'Emmanuel Macron eût été bien avisé, au-delà des différents envois de diplomates ou au-delà du coup de téléphone annoncé demain entre lui et le président russe, de se rendre lui-même, par exemple, à Moscou. Pour rendre, vous voyez, les preuves de respect. La Russie se sent mise à l'écart, humiliée par une alliance incarnée par l'OTAN entre certains pays européens et les Américains. Il faut sortir de cette logique de bloc. Et pour sortir de cette logique de bloc, de l'hégémonie entre plusieurs blocs, le général de Gaulle avait cette idée merveilleuse de refaire de la France cette puissance d'équilibre et de contrepoids. Vous avez dit que ça n'avait rien à voir. Rappelez-vous l'influence conquise par la France au moment de la guerre en Irak, parce que nous avons su dire non. Un tout autre sujet aujourd'hui, Guillaume Pelletier, cet après-midi des manifestations sont prévues dans tout le pays pour défendre le pouvoir d'achat et l'augmentation des salaires. Est-ce que vous aussi, vous serez dans la rue ? Alors moi, je serai dans ma circonscription en Sologne, mais la question des salaires et du pouvoir d'achat, je ne vais pas vous dire que c'est une question secondaire. Ce fut d'ailleurs le cœur battant de mon livre Milieu de cordée en 2019, des premières polémiques internes. Vous étiez où à l'époque dans ma famille politique, chez les Républicains, où, rappelez-vous, beaucoup avaient dit, quand j'avais proposé une baisse des cotisations patronales et salariales pour permettre à tous les travailleurs d'avoir une augmentation de 10 à 15% de leur salaire pour recréer un écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance, on m'avait dit, à quelques exceptions près, c'est pas du tout le sujet, il a rien compris. Je suis très heureux de voir aujourd'hui que tout le monde y vient. Pourquoi ? Parce qu'au-delà, on y reviendra peut-être, des questions centrales, identitaires et régaliennes, l'autorité, la sécurité et les questions d'immigration. Il y a une inquiétude et une désespérance très profonde que nous devons entendre sur la question du salaire. Ça veut dire qu'Éric Zemmour le travail ne paye plus en France. Ça veut dire qu'Éric Zemmour va devoir muscler un peu son programme là-dessus. Lui qui est parti bille en tête sur l'identité, l'histoire de France et assez peu sur l'économie. Alors, sa colonne vertébrale, vous avez tout à fait raison. Ça, je crois que ça va échapper à vision, la civilisation. Et il faut mais bien la civilisation et le pouvoir d'achat. Non, justement, c'est très complémentaire. Lors du discours à Cannes, je vais y revenir. Lors de son discours à Cannes samedi dernier, demain, puisqu'il vient chez moi dans le Loir-et-Cher et je m'en réjouis, il fera des propositions aussi très fortes sur le sujet. Quel est le corps de nos propositions avec Éric Zemmour ? Pour reprendre la fameuse phrase d'une fable de La Fontaine, du laboureur et des enfants, le travail est un trésor. Et aujourd'hui, le travail ne paye plus et les salaires sont trop bas. Au fond, ce que dit Éric Zemmour, les salaires nets sont trop bas pour les travailleurs et les salaires bruts sont trop élevés pour les entrepreneurs. Comment on fait ? Avec Éric Zemmour, nous proposons de diminuer, ou au moins de diviser par 2, la CSG pour offrir à tous les Français des classes moyennes et modestes un légitime 13e mois. Jusqu'à quel niveau ? Jusqu'au salaire médian, un peu moins de 2000 euros net. Oui. Voilà. Et ça fait 50% de Français, déjà. Deuxièmement, de rétablir l'intégralité de la défiscalisation des heures supplémentaires. Troisièmement, de défiscaliser intégralement le système gaulliste de l'intéressement et de la participation. Et on peut y ajouter tout un dispositif lié à ce qu'on appelle les successions ou le patrimoine, c'est-à-dire plus de fiscalité, zéro fiscalité sur la transmission familiale d'une entreprise. Je vous prends un exemple. Je suis député. Alors, ce que je vous propose, pour les particuliers, jusqu'à 200 000 euros. Avoir un appartement d'1 300 000 euros à Paris, c'est pas ce qu'on appelle être riche. Est-ce que vous savez qui a dit ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ? Je ne sais pas qui a dit ça, mais je suis d'accord avec cette phrase dans le sens où je voudrais qu'on arrête. En fait, depuis trop de décennies, je le dis dans mon livre, sans doute le 19e siècle, en France règne la tentation de la lutte des classes. Avec Éric Zemmour, nous souhaitons réconcilier les classes, la réconciliation des classes, c'est-à-dire d'arrêter d'opposer les uns aux autres. À une condition, c'est notre grande différence avec Emmanuel Macron, nous ne croyons pas à la théorie du ruissellement, c'est-à-dire, j'écris ce livre, rappelez-vous, Milieu de cordée, nous pensons avec Éric Zemmour que le cœur battant de notre politique économique demain, ce sera au service des classes moyennes, de la majorité silencieuse, des 70% de Français qui sont au fond trop pauvres pour être aisés et trop riches pour être aidés. Là, le cœur... Oui, non mais
Ouais, vous avez deviné qui avait dit ça, c'est Éric Zemmour. Mais ça dépend en fait. Sur ce plateau, c'est un héritage, c'est le fruit d'un travail. Vous voyez, il y a plein de conditions. On ne sait pas quel est cet exemple concret. Donc moi, nous ne serons pas dans l'opposition entre les riches et les pauvres. Alors, nous disons à l'inverse de Macron, qui lui a considéré qu'il fallait d'abord aider les premiers de cordée et qu'un jour les milieux et les derniers seraient récompensés. Nous pensons que le cœur battant, c'est les milieux de cordée, qui sont aujourd'hui devenus pour le coup les premiers de corvée, et que pour cette raison-là, nous devons augmenter les salaires des travailleurs, recréer un écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance, et libérer la France d'un joug socialiste des impôts, 1000 milliards d'euros d'impôts aujourd'hui en France. Joug socialiste des impôts, il y a toujours un joug socialiste sur les impôts aujourd'hui. La France est un pays socialiste sur le plan fiscal. Un pays qui ponctionne 1000 milliards d'euros, 1000 milliards chaque année sur les travailleurs, les entrepreneurs, les successions, le patrimoine, c'est un pays socialiste. Vous, au pouvoir, Guillaume Pelletier, en tout cas, vous ne prendrez pas plus d'argent, plus d'impôts aux Français les plus riches. Non, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous pensons. Donc, par exemple, vous ne rétablirez pas l'ISF. Non. Nous pensons à l'inverse là aussi d'Emmanuel Macron. Vous savez qu'Emmanuel Macron a supprimé l'ISF et créé l'IFI. Oui. C'est-à-dire un patrimoine avec lui alors là-dessus. Non, c'est-à-dire une fiscalité sur le patrimoine. Et il a enlevé la fiscalité sur la spéculation. Qu'il y ait une fiscalité sur la spéculation, oui. Qu'il y ait une fiscalité sur le patrimoine et l'héritage, c'est-à-dire un impôt sur la mort, non. Voilà notre position avec Éric Zemmour. Notre originalité aussi, parce qu'il faut que chacun comprenne. C'est facile comme ça quand on entend « je supprime un impôt, je distribue une prime, un chèque ». Comment on trouve l'argent ? Parce qu'avec Éric Zemmour, on a un programme sur l'immigration, vous l'avez bien compris, on a un programme sur les salaires et le travail. On est les seuls à avoir un programme crédible sur la dépense publique, où on trouve l'argent. De deux manières. D'abord, en mettant fin à l'immigration, dont le coût est évalué à 20 milliards d'euros chaque année. Deux, en mettant fin à l'assistanat, tout en, bien sûr, maintenant tout ce qui est la fraternité, en mettant fin à l'assistanat, aux abus, au gaspillage. Charles Prats, le magistrat, parle de 50 milliards d'euros. Comment ? En créant la première brigade nationale de lutte contre les fraudes. Vous verrez, c'est le rapport Pascal, je vous invite à le regarder, rapport parlementaire Pascal Brindot, député UDI de Loir-et-Cher, qui l'évalue jusqu'à 40 milliards d'euros, et le magistrat Charlotte Prats, lui qui parle de 50 milliards d'euros. Quoi qu'il en soit, sur une grande partie de ces gaspillages, nous proposons la création d'une brigade nationale de lutte contre les fraudes, qui ira contrôler avec des centaines d'inspecteurs tous les bénéficiaires de minima sociaux, le RSA par exemple, pour vérifier la bonne utilisation et la légitimité de cet argent. Pourquoi ? Un exemple, ça a été créé dans les Alpes-Maritimes en 2011. Cette brigade départementale a permis de récolter 15 millions d'euros chaque année dans un seul département. Imaginez au niveau national ce que nous pourrons récupérer. Guillaume Pelletier, lors d'un meeting le week-end dernier, Éric Zemmour a dit qu'il voulait introduire dans le droit la notion de, je cite, « défense excusable » pour permettre aux commerçants ou aux citoyens cambriolés ou même aux policiers en danger de riposter face aux voyous. La légitime défense, elle existe déjà dans le droit français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller au-delà ? Oui, elle existe, mais elle est si contrôlée par 3 critères, entre autres les critères de réactivité, de proportionnalité. Enfin, je vous épargne. Critères de proportionnalité dont Éric Zemmour a dit qu'il n'en voulait plus. Alors, notre modèle, c'est l'Allemagne et la Suisse qui ont assoupli les critères qui permettent la légitime défense. Au fond, ce que nous disons avec Éric Zemmour, pour bien comprendre, nous ne serons pas Éric Zemmour ne sera pas le président des coupables, il sera le président des victimes, des policiers, des gendarmes, des commerçants braqués. Et oui, dans un certain nombre de cas, la légitime défense sera entendu et respecté. Concrètement, quelqu'un qui se fait frapper dans la rue pourra tirer sur celui qui le frappe. C'est ça ? Non, enfin, je sais, vous savez, c'est toujours les cas particuliers. Non, je vais vous prendre un exemple beaucoup plus clair pour les gens. Si vous enlevez le critère de proportionnalité, qui est aujourd'hui le critère dans le droit pénal français, c'est ça. Ça veut dire que si je vous frappe, vous pouvez me tirer dessus. Je vous prends un exemple très concret qui a hélas beaucoup marqué les esprits. Je vais pas vous frapper. Hein. Les commerçants braqués aura le droit de répliquer, de se défendre. Oui, c'est un principe souverain de liberté et de dignité. C'est déjà arrivé en 2018 à Nice, le bijoutier qui a tiré dans le dos de celui qui l'a braqué. La justice a considéré qu'il fallait être un peu plus clémente et donc lui a accordé 5 mois de prison avec sursis. Oui, pourquoi rajouter cette mesure de défense excusable ? Il s'est défendu avec sursis. Il a été condamné. Oui, mais symboliquement, il a été condamné. Eh bien, nous considérons que dans un certain nombre de cas, pas tous les cas, dans un certain nombre de cas, la légitime défense devrait être respectée et entendue. Certainement pas.
c'est la défense excusable, la légitime défense comme en Allemagne et en Suisse. Guillaume Pelletier, il y a quelques jours, Éric Zemmour a évoqué les 138 morts des attentats du 13 novembre 2015. Ce jour-là, il n'y a pas eu 138 morts. 131 morts. 130 morts, plus une victime qui... Tout à fait. Vous avez raison. Ça veut dire que pour arriver à 138, Éric Zemmour a compté les terroristes. Les 7 terroristes, oui. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Non, c'est une erreur, c'est un peu la mienne de transcription dans le discours. Il y a bien eu, et c'est ce qu'a voulu dire Éric Zemmour, 131 morts, mais ce qui avait été présenté... Si on vous pose la question, c'est qu'il y a quelques années déjà, Éric Zemmour avait dit qu'il ne fallait pas mépriser les terroristes, qu'il y avait, je cite, quelque chose de respectable dans leur démarche. Il avait également expliqué, encore une autre fois, c'était cette fois en 2016 à Versailles, que, je cite, face à des gens qui meurent pour leur foi, on devrait être plutôt admiratif que méprisant. Est-ce que vous êtes vous aussi admiratif pour ceux qui font exploser leur ceinture d'explosifs? Bien sûr que non, mais qui peut penser une seule seconde qu'Éric Zemmour, qui est le... Non, attendez, vous savez, Richelieu disait, trouvez-moi 5 ou 6 lignes de l'homme le plus honnête du monde et je trouverai le moyen de le faire pendre. On ne va pas il y a quelque chose de respectable dans leur démarche. Avec Éric Zemmour, qui peut croire une seule seconde qu'Éric Zemmour ou moi, nous ayons la moindre complaisance pour le terrorisme en général et le terrorisme islamiste en particulier. Notre position, elle est très claire sur le terrorisme. Nous voulons et nous allons l'éradiquer. Nous allons, nous, à l'inverse de certains, terroriser les terroristes. Pour revenir sur le Bataclan, c'est très clairement une erreur de chiffrage de la part d'Éric Zemmour et en aucune façon il a voulu intégrer les terroristes dans ce décompte. Absolument pas. Ça fait plusieurs fois qu'Éric Zemmour explique qu'on veut, je cite, voler l'élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Éric Zemmour et des millions de Français, et on l'a vu de très nombreux candidats désormais, soupçonnent Emmanuel Macron de vouloir utiliser la crise sanitaire à des fins politiciennes. Il n'est pas d'ailleurs Éric Zemmour pas le seul à le dire. J'ai entendu David Lisnard, le président des maires de France, faire le même reproche. Non, mais il l'a dit à plusieurs reprises. Oui. Par exemple, pour les parrainages, il invite les maires à ne pas voler l'élection. Quand il a été condamné par la justice, il dit j'invite la justice à ne pas voler l'élection. Qui veut lui voler l'élection à Éric Zemmour? Chacun a bien compris qu'Emmanuel Macron a tenté quand même de surutiliser la crise sanitaire pour empêcher un vrai débat. Ce que nous demandons... Mais ça ne joue pas sur les signatures, ça ne joue pas sur les décisions de justice. Ce que nous demandons avec Éric Zemmour, très simplement, et tant d'autres candidats, c'est de permettre aux Français, lors de cet immense débat démocratique, cette chance pour nous tous d'avoir un grand débat démocratique, qu'on parle des vrais sujets. Le sujet de l'immigration, de l'identité de la civilisation, le sujet des salaires et du pouvoir d'achat, le sujet ô combien important de la France rurale, ces 20 millions de Français qu'on n'entend jamais, qui se considèrent comme la France oubliée, cette France dont je suis l'élu, où se rendra Éric Zemmour demain. Voilà, ces sujets essentiel. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron serait bien inspiré d'envoyer un symbole et un signal, c'est d'abroger dans les prochains jours le pass vaccinal au moment où tout concorde à dire que l'épidémie est derrière nous. Vous savez pourquoi on vous pose cette question? Tout concorde à dire que l'épidémie est derrière nous? Oui, même le directeur européen de l'OMS commence à dire qu'il est probable qu'Omicron symbolise... Alors, ça dépend de l'indicateur. Il y a quand même 1,5 million de personnes tous les jours. Il y a eu 400 morts avant-hier à l'hôpital. Il faut redonner de la liberté aux Français, aux familles, aux enfants, aux actifs, aux travailleurs et concentrer les efforts de la vaccination sur les 400 000 Français les plus fragiles et les plus vulnérables de plus de 80 ans qui vivent justement dans les quartiers populaires ou la France rurale. Vous savez pourquoi on vous pose cette question? Parce que le dernier qui a dit, qui a insinué qu'on voulait lui voler les élections quelques jours avant le scrutin, c'est Donald Trump. Et il a perdu. Et quelques jours après, il y a eu quoi? Il y a eu le Capitole et ses partisans qui l'ont envahi. Oui, non mais, ça veut dire que... Bah oui, mais si Éric Zemmour perd, vous allez accepter la défaite ou pas? Nous allons gagner l'élection présidentielle. Nous allons transformer la France, sauver notre patrie et permettre aux Français enfin de redevenir amoureux de la France et de vivre dans un pays merveilleux. Si jamais par malheur pour vous, si jamais on perdait, bien, enfin, il y a même pas de débat. Bon. Je respecte votre question, mais franchement, elle me fait sourire. Bah oui, mais elle est légitime. Quand on regarde votre carrière, Guillaume Pelletier, dans votre vie, vous avez été dans l'ordre, si je ne me trompe pas, Le Peniste, Maigretiste, Villiériste, Sarkozyste, Bertrandiste, Ciottiste. Vous êtes Zemmouriste. Vous habitez où? Vous avez bien compris qu'ils ne sont ni de gauche ni du centre. Vous avez bien compris quelques points communs ou alors quelque chose point commun, c'est ça. Vous avez une girouette qui indique toujours la même direction. Ça s'appelle une boussole. Et ma boussole depuis toujours. Oui, mais une boussole qui trouve le nord tous les 2 ans à des endroits différents, c'est que le nord a changé ou que la boussole marche pas bien. Voilà, vous l'avez bien noté. Et nous cherchons comme des millions d'électeurs de droite. Éric Zemmour est là, qui va rassembler les droites. Quelle est l'originalité d'Éric Zemmour? Qu'est-ce qui est
de manière inédite ce qu'il pose dans cette campagne présidentielle. Il est le premier candidat à l'élection présidentielle à incarner l'union des droites. C'est-à-dire, vous avez tout à fait raison, qu'il permet à ceux qui ont cru en Le Pen, en Sarkozy, en Chirac, en Séguin, en Pasqua, en Villiers et en tant d'autres, d'être enfin réunis en Chirac. En Chirac, oui, bien sûr. Moi, j'étais militant de Jacques Chirac en 1995. Détestait l'extrême droite au plus haut point. Ah bon, Chirac qui a permis l'accord entre le Front National et le RPR à Dreux en 1983. Ouais. Jacques Chirac qui a permis l'accord entre le RPR et le Front National en 1986. Chirac et le discours du Veldiv. En PACA. Chirac et le discours du Veldiv. C'est l'exact inverse de ce que dit Éric Zemmour aujourd'hui sur réhabiliter Vichy. Jacques, vous avez lu le discours de 76 de Jacques Chirac. Le discours du Veldiv de Jacques Chirac sur la responsabilité de l'État français. Vous permettez, il y a eu deux Jacques Chirac. Et il y a eu plein de Guillaume Pelletier, donc ça tombe bien. Non, Guillaume Pelletier, c'est la droite. Éric Zemmour, c'est l'union des droites. Et donc je lance un appel. Si vous avez cru en ces différents candidats sur les 20 dernières années, si vous voulez enfin être réunis et rassemblés, si vous ne supportez plus ce cordon sanitaire et cette frontière virtuelle entre la droite républicaine et la droite hors les murs, si vous voulez enfin, à l'inverse du Front National, qui perd les élections, et à l'inverse des Républicains, une fois au pouvoir, qui oublient les idées qui leur ont permis de gagner, vous avez un candidat, Éric Zemmour, qui vous permettra et de gagner les élections et d'avoir vos idées. Justement, Christian Jacob, le patron des Républicains, dit ce matin dans Figaro. C'est ça l'union des droites, c'est une immense promesse politique. Lui, il dit que l'union des droites, c'est surtout l'union de ceux qui retournent leur veste et qui trahissent leur camp. Oui, non, mais moi j'aime beaucoup Christian. Donc, vous savez, je ne critique, Moi, je ne critique pas. On est dans une incroyable dynamique. Nous sommes au pied du second tour. Oui, de plus en plus d'électeurs, les Républicains et du Front National, rejoignent Éric Zemmour. Le grand duel qui s'annonce pour cette présidentielle, c'est entre le mondialisme financier, le mépris des classes moyennes et de la France rurale, incarné par Emmanuel Macron, et le patriotisme, l'union des droites, des Républicains autour d'Éric Zemmour. Voilà le grand duel. À chacun désormais de se positionner, et on verra ce que Christian et tant d'autres font le soir du premier tour, quand il faudra choisir entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Marine Le Pen dit qu'avant d'annoncer votre ralliement à Éric Zemmour, vous êtes allé la voir pour demander un poste dans sa campagne, et un poste peut-être au cas où elle arrive au pouvoir. Est-ce que c'est exact? Je n'ai jamais rencontré ni discuté avec Marine Le Pen. Donc, ni avec ses proches. Non, mais tous ces trucs permanents jetés à la figure pour disqualifier les uns les autres, ça c'est de la vieille politique. Vous avez remarqué, est-ce que vous m'avez entendu critiquer qui que ce soit? Non. Qu'ils parlent de leur projet, qu'ils parlent de leur vision pour la France et qu'ils sortent de leur aigreur. Nous, avec Éric Zemmour, nous sommes dans une dynamique positive, enthousiaste, grave aussi parce que la situation de notre patrie le commande et le réclame. Et donc, au lieu de se critiquer les uns les autres, venons et réveillons-nous dans le seul grand mouvement populaire, celui d'Éric Zemmour, qui permettra à la droite enfin de gagner et de sauver la France. Juste, vous en êtes où dans la récolte des parrainages? Vous en êtes à combien? On vient de franchir symboliquement hier soir le seuil des 400 parrainages. C'est compliqué, c'est long, mais Éric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle. Et les Républicains vous aident pour en avoir? Non, absolument pas. Ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils suspendraient tout élu qui nous parraine. Mais heureusement, j'ai été maire d'une commune rurale. J'apporte ma modeste expérience avec tant d'autres. Et il y a tellement de maires libres, sans étiquette, divers droite, indépendants dans la France rurale, que oui, si on doit être vigilant et mobilisé, nous serons bel et bien candidats à l'élection présidentielle. Bon, on a entendu, pas d'inquiétude donc du côté des signatures, du côté d'Éric Zemmour, dont le porte-parole Guillaume Pelletier était ce matin l'invité de France Info. Merci. Merci Très à vous. Bonne journée à vous.